Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour la deuxième édition de Mon Job at Futur Auto, qui se veut être la rencontre entre les jeunes étudiantes et étudiants d'université et d'écoles d'ingénieurs avec le monde et l'industrie automobile en France. Bienvenue ici au Mondial, à Mondial Tech, le Mondial que vous savez qui est le plus grand rendez-vous international de l'automobile qui se passe à Paris. Alors, vous le voyez sur l'écran, de nombreux partenaires du monde automobile, les principaux acteurs majeurs de l'automobile sont venus à votre rencontre. Vous les voyez avec, pour les constructeurs, le groupe Renault et le groupe PSA. Pour les grands équipementiers de dimension internationale, grands équipementiers français, vous le voyez sur l'écran, Valeo, Plasticomium, Michelin et Faurecia. Et puis aussi des présences en France très importantes en termes d'ingénierie de grands équipementiers internationaux comme Bosch, comme Continental, des sociétés d'ingénierie à dimension aussi internationale, IAV ou AVL. Vous le voyez, des sociétés comme Ségula, Novares, Bertrand. Voilà tous ces experts, ces dirigeants et ces responsables de ressources humaines qui sont venus à votre rencontre tout simplement pour vous convaincre d'une chose dont nous sommes sûrs, c'est que la plus belle aventure pour un jeune ingénieur au XXIe siècle, c'est l'automobile. Alors mademoiselle, vous me regardez avec des yeux grands et écarquillants en disant qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de vous convaincre que l'automobile est en pleine mutation, vous le savez, mais que ça offre des carrières passionnantes et qu'on espère qu'à la sortie de cette session, avec vos camarades cet après-midi, parce qu'il y a une deuxième session, eh bien vous serez convaincus. On va parler de ce qu'est le véhicule du futur. Qu'est-ce que ça signifie en termes de compétences? Qu'est-ce que ça signifie aussi sur la manière dont nos propres entreprises sont en pleine mutation et s'adaptent à vos envies, à votre génération? Ce matin, avec un certain nombre d'invités, vous voyez 5 chaises, et cet après-midi avec d'autres. Tout le monde ne va pas intervenir parmi les groupes que j'ai cités vont intervenir ce matin. Pour vous donner l'exemple, ce matin, pour les constructeurs CPSA, cet après-midi, ça sera Renault. Mais pour autant, vous pourrez rencontrer les gens de Renault dans 1 heure, dans la deuxième partie, après cette session. Et là, sans doute, peut-être la plus importante, c'est d'aller à la rencontre de ces experts, de ces dirigeants, de ces responsables des ressources humaines qui sont venus pour des rencontres de proximité avec vous et qui se trouvent dans une salle qui est là-bas. Vous allez suivre les parcours bleus puis verts. La salle numéro 1 vous sera indiquée, où là, ils sont à votre disposition parce que sans doute, vous recherchez des stages, de l'apprentissage, des jobs, ou bien tout simplement discuter, évoquer votre future carrière. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, il nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Puisqu'on parle de parcours professionnel, c'est notre job ici dans la rencontre avec vous, eh bien, son parcours professionnel a été à la fois dans le privé, puis à la fois dans le public. Il a commencé dans le privé, puis dans le monde politique et le monde public. Il a été en charge, au moment de la grande crise économique et financière internationale, du plan de sauvetage de l'automobile au sein du gouvernement à Bercy, puis après, ministre de l'Éducation. Donc vous voyez qui pouvait le mieux faire cette jonction entre ce monde automobile, vécu au gouvernement, et puis le monde de l'éducation, que le nouveau président de la plateforme automobile et de la mobilité qui rassemble l'ensemble des acteurs. Je vous prie d'accueillir M. Luc Châtel. Merci Hervé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, en quelques minutes, je voudrais vous faire partager l'idée qu'avec l'automobile, dans les années qui viennent, le rêve va devenir réalité. C'est-à-dire que ce que nous avons imaginé depuis des décennies, ce dont nous rêvions, vous rêviez, va se réaliser, est en train de se réaliser, et vous en avez un aperçu ici, dans ce mondial de l'automobile. Il faut bien comprendre que l'automobile, c'est l'industrie qui a forgé le XXe siècle, qui a organisé le travail, le taylorisme, le fordisme, le toyotisme. C'est l'industrie qui a conçu la société moderne, qui a dessiné nos territoires, qui a fait vivre nos fantasmes. L'automobile, synonyme d'émancipation, de liberté, d'ascension sociale. Et pendant 100 ans, les industriels de l'automobile ont produit dans leurs usines
des véhicules individuels qu'ils ont vendus à leurs clients. Ce modèle-là est en train de voler en éclats. Pourquoi? Parce que dorénavant, notre métier, ça va être d'inventer des solutions de mobilité combinées pour nos clients. Le client n'achètera plus forcément de voiture. Le client voudra trouver simplement une solution pour se déplacer d'un point A à un point B. Pour y parvenir, nous devrons combiner un certain nombre de modes de transport. Et donc, le métier des industriels de l'automobile va être changé comme il ne l'a jamais été depuis sa naissance et comme sans doute aucune autre industrie ne le vit en ce moment. L'automobile, et on en parlait hier avec le président de la République quand il est venu inaugurer le mondial, l'automobile illustre les mutations, les disruptions auxquelles notre monde est confronté. 3 disruptions concomitantes. La première disruption, elle est évidemment technologique. Nous allons vers un véhicule électrifié. Vous êtes des ingénieurs ou des futurs ingénieurs. Vous savez que électrifier un véhicule, ça a des conséquences majeures par rapport à un véhicule thermique, sur son poids, sur ses performances, sur l'ensemble du véhicule. Et les progrès déjà vont à une vitesse considérable. Vous savez que la Formule 1 électrique, la Formula I, elle est née il y a 6 ans. Jusqu'à cette année, pour faire une course, il fallait 2 véhicules. C'est-à-dire qu'un pilote changeait de voiture au milieu de la course. Tout simplement parce que l'autonomie des batteries ne permettait pas de dépasser 20 minutes environ. À partir de cette saison 2019, les pilotes n'auront plus qu'un seul véhicule. C'est un exemple de l'accélération du progrès en matière d'autonomie des batteries. Nous avons pris des engagements très forts, les constructeurs, avec l'État, pour électrifier progressivement le parc. Il y a des solutions d'innovation sur ce mondial absolument fascinantes. Nos équipementiers partenaires de cette journée sont en train de développer la pile à combustible, le moteur à hydrogène. Donc, nous travaillons sans relâche pour inventer la propulsion de demain. La deuxième disruption, elle est numérique. Alors vous me direz, dans tous les domaines, il y a une disruption numérique. La grosse différence, c'est que l'automobile est aujourd'hui devenu l'objet connecté le plus intelligent. Le plus intelligent. Allez sur le hall 1, la DS3 Crossback qui vient de sortir, qui est présentée au mondial, le Renault Espace, c'est plus de 100 millions de lignes de code. C'est 6 ou 7 fois plus qu'un Boeing ou qu'un Airbus. Ces véhicules, aujourd'hui, sont capables d'échanger par seconde plusieurs centaines de mégabits d'informations. C'est ça le véhicule connecté d'aujourd'hui. Inimaginable, il y a 10 ans, Hervé parlait de la crise économique que nous avons connue. Inimaginable. Et puis ensuite, nous avons un bouleversement, une troisième révolution, c'est le rapport à la voiture. Qui a son permis de conduire ici? Alors, on va faire autre chose. Qui n'a pas son permis de conduire? Qui ne l'a pas, oui. Ah, vous êtes plutôt dans la moyenne supérieure pour votre génération. Aujourd'hui, il y a un changement dans le rapport à la voiture dans la société. Et comme je vous le disais, on va de plus en plus vers une utilisation de solutions de mobilité combinées. L'organisation des villes va devenir un défi absolument majeur. Nous l'évoquions hier avec Carlos Ghosn qui présente, allez-y sur le hall 1, des modèles, des prototypes de taxis, de robotaxis qui seront autonomes, qui seront partagés, qui seront électriques. Ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 10 ans, c'est dans 5 à 7 ans. C'est demain matin. C'est un mandat municipal. Ça veut dire que l'année prochaine, il y a les élections municipales. Faites en sorte que les candidats aux municipalités parlent de ce sujet, débattent des solutions de modernité, de mobilité du futur. Voilà, et bien pour relever ces 3 défis, je vais vous dire, le plus important, vous pouvez me dire, c'est l'innovation, c'est l'investissement en R&D. Bien sûr,
Et d'ailleurs, Renault a multiplié par 2 la part de son chiffre d'affaires en R&D depuis 10 ans. Valeo a multiplié par 3 le nombre de ses chercheurs depuis 5 ans. Multiplié par 3. Donc oui, bien sûr, les CAPEX, l'investissement en R&D, c'est capital. Mais quand vous interrogez, vous en verrez tout au long de cette journée, les CEO de toutes ces entreprises, et que vous leur posez la question, quel est finalement, pour réussir cette transformation, le challenge le plus important? Ils vous répondent tous, le challenge humain. Les hommes et les femmes qui vont travailler demain dans l'automobile. Parce que la mutation de l'industrie, la mutation du métier, elle va se traduire par la mutation des formations et des emplois de demain. Certains métiers dans l'automobile vont disparaître, d'autres vont émerger. Nous aurons toujours besoin de plus d'ingénieurs. Déjà, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la France recrute plus de 8000 ingénieurs par an dans l'automobile? C'est presque un quart des ingénieurs formés dans notre pays. Nous manquons d'ingénieurs dans notre pays, parce que c'est devenu une compétition mondiale, celle de l'intelligence et du savoir. 75% des ingénieurs dans le monde sont formés en Asie du Sud-Est. C'est un défi capital. Donc déjà aujourd'hui, nous avons besoin de 8000 ingénieurs par an. Mais demain, nous aurons besoin de qualifications encore supérieures. Et avec les entreprises de l'automobile, nous sommes en train d'inventer les formations aux métiers de demain. Celles qui vont nous permettre de passer ce cap et de relever le défi des 3 disruptions que j'évoquais. Voilà, donc moi je vais vous dire une chose, je ne suis pas ingénieur. Mais si j'avais 20 ans, je rêverais d'être ingénieur dans l'automobile pour inventer le futur. Le futur n'a pas de limite. L'intelligence artificielle, la connectivité, le véhicule autonome, la passion de l'automobile restera. Donc cette journée, elle est faite pour vous montrer l'importance du défi humain dans les révolutions que nous avons à relever dans l'automobile. Bienvenue dans le monde de l'automobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Châtel. On a bien relevé le défi humain. La transformation de la mobilité durable va se passer par les hommes et les femmes. On a bien compris qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence toute pure de vos cerveaux, de vous, les jeunes ingénieurs, les futurs ingénieurs, décideurs, influenceurs de notre monde moderne. Alors, on a 40 minutes pour une table ronde avec des dirigeants. Je vais les appeler tout de suite à me rejoindre. Et on va commencer par le groupe PSA pour les constructeurs. Carla Gohin, directrice de la recherche et de l'innovation du groupe PSA. Carla. Pour les grands équipementiers, eh bien, il s'agit de Médiférent de Plasticomium, qui est responsable des investissements des technologies avancées, vous le voyez, pardon. Médiférent, bonjour. Et Mehdi est aussi président du Conseil de la recherche automobile, qui réunit les principaux acteurs de la recherche automobile en France. On va accueillir pour un grand équipementier international son président en France, c'est Gilles Mabir pour Continental. Bonne répartition. Autre grande société et groupe international, c'est IAV avec Olivier Imberdis, son président France. Bonjour Olivier. Et puis, last but not the least, pour le groupe UTAC Ceram, son CEO, PDG, j'ai vu qu'il y avait écrit encore PDG et CEO, Laurent Benoît. Laurent, bonjour. Alors moi, je vais me mettre là. Je ne me suis pas présenté. Mon nom est Hervé Gros. Ça n'a pas beaucoup plus d'importance que ça. Je suis juste directeur général de la Société des ingénieurs de l'automobile. Donc j'espère qu'un jour, vous serez membre de la Société des ingénieurs de l'automobile. Alors, on a 3 thèmes qu'on a décidés ensemble. C'est le véhicule du futur. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi on est en pleine mutation technologique? Le président Châtel vient d'en parler. Les compétences de demain matin, ce que chacun d'entre vous recherchez. Et puis en quoi nos entreprises aussi... j'allais dire, se soignent, changent, évoluent profondément dans leurs organisations et en quoi elles s'adaptent aussi à la génération qui est là. Alors, sans plus attendre, commençons par le premier sujet. Je me tourne vers
vers toi, Carla. Comme on se connaît bien, on va se tutoyer, on a décidé. Donc, Carla, alors un mot très très simple. C'est quoi le véhicule du futur de demain matin? Il est un peu différent de celui qu'on a connu quand on est rentré dans l'automobile. Alors oui, moi je suis rentrée dans l'automobile il y a maintenant 20 ans. Et en 20 ans, nos métiers ont complètement changé. Et comme l'a rappelé Luc Châtel, dans les 10 prochaines années, l'automobile va encore devoir se renouveler, se transformer encore plus que ces 30 dernières. Donc le véhicule de demain, je pense que ça a été très bien dit par l'introduction de Luc Châtel, il va devoir répondre à une évolution finalement des attentes, une évolution sociétale majeure qui est en train de se produire partout dans le monde, et puis une évolution des attentes de nos clients. Donc le véhicule de demain, bien sûr, ce sera un véhicule électrique, électrifié, pour répondre aux enjeux des transitions énergétiques. On le sait à quel point aujourd'hui ce sont des enjeux majeurs, non seulement en Europe, mais également partout dans le monde. Donc on doit accompagner cette accélération-là en proposant des technologies qui vont permettre effectivement de nous améliorer, de continuer cette performance énergétique, cette performance en consommation, cette performance en termes d'émissions. Donc là, un domaine qui aujourd'hui est clairement tiré par l'électrification. Et dans l'électrification, bien sûr, il y a les batteries, mais bien sûr, on l'a parlé aussi, il y a d'autres solutions un peu plus en rupture, la pile à combustible, qui seront très certainement aussi des solutions technologiques à des enjeux qui arriveront probablement dans les 10 à 15 prochaines années. Donc, le véhicule électrique, électrifié, mais également le véhicule connecté, puisque là aussi, les attentes de nos clients, de nos futurs clients, changent et continuent de changer. Aujourd'hui, ce qui est recherché, et je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est que le véhicule va de plus en plus s'interfacer avec son écosystème. Il va devoir s'interfacer de plus en plus en termes de connectivité avec les conducteurs, les passagers. Et donc, cette continuité numérique, cette continuité digitale, il faut que nos produits la portent aussi pour nos clients. Et puis, il va devoir s'interfacer avec l'extérieur. Il va devoir communiquer avec l'infrastructure. Il va devoir communiquer aussi avec les autres véhicules qui l'environnent, tout simplement pour des questions aussi d'amélioration de la sûreté, de la sécurité. Et donc, cet écosystème de connectivité est réellement au cœur d'une des transformations majeures que l'automobile doit porter. Enfin, le troisième point, on a parlé bien évidemment de la conduite autonome et je pense que c'est très certainement là aussi le troisième challenge technologique. Et donc le véhicule de demain, il commence déjà à être automatisé, c'est-à-dire avec des fonctions qui assistent le conducteur et petit à petit va devenir autonome, là aussi en amenant des réponses aux questions de l'usage et des nouvelles solutions de mobilité. Donc le véhicule de demain, c'est un véhicule électrique, électrifié, un véhicule connecté et un véhicule aussi automatisé et autonome. Et au-delà de ces solutions, on va dire, classiques qui sont portées par l'objet, eh bien, on a un enjeu majeur aussi qui est de créer les nouvelles solutions de mobilité. Le partage, l'utilisation effectivement voilà, de cette mobilité à la demande qui va là aussi fondamentalement changer aussi nos missions de constructeurs. Et pour le groupe PSA, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans notre stratégie, nous avons complété notre stratégie, on va dire, historique de concepteurs et de constructeurs automobiles par également un axe technologique, un axe stratégique de devenir un fournisseur de solutions de mobilité. Et donc, à ce titre, les services sont aussi au cœur de la transformation de nos métiers. Donc, en termes technologiques, moi qui suis ingénieur, voilà, ça fait 20 ans que je suis dans l'automobile et ces transformations-là, finalement, je pense qu'on est vraiment face à une révolution technologique qui va donner un potentiel aujourd'hui pour les ingénieurs, pour voilà, des personnes qui ont envie d'y contribuer, un challenge technologique incroyable, je pense, auquel notre industrie n'a jamais été confrontée. Donc les années qui arrivent vont être encore plus, on va dire, enthousiasmantes que les 20 dernières. Merci Carla. Alors, des chiffres qui ont circulé, 2030, 2035, 25% de self-driving par rapport à aujourd'hui, plus de 50% de véhicules électrifiés sur l'ensemble de la production en 2030. Juste un chiffre, on est à peu près à 1% de véhicules électrifiés aujourd'hui dans le monde. On passe à 50% en 2030. C'est pour vous dire, juste à travers 2-3 chiffres, l'évolution forte.
Alors, pour les grands équipementiers, mais différents, par rapport à ce qu'était Plasticomium, vous êtes en pleine révolution, vous adaptez à l'ensemble des éléments présentés par Carla? Oui, alors bien sûr, je suis rentré un petit peu après Carla, ingénieur également de formation. Ça fait 15 ans que je suis dans l'automobile. Et j'ai rejoint Plasticomium. Alors Plasticomium, déjà pour dire un mot sur le métier de Plasticomium, c'est un équipementier de rang 1. Ça signifie qu'on est au service des constructeurs automobiles comme PSA, comme Renault, pour fournir des composants et des fonctions sur ces voitures. Donc on a bien sûr le challenge premier de s'adapter aux besoins des clients et des constructeurs. Donc toute cette transition automobile qui est en train d'arriver, cette révolution, elle nous impacte forcément dans nos métiers. On a en particulier 3 activités premières chez Plasticomium. Une activité qui est d'abord de rendre la peau et l'extérieur de la voiture intelligents. On est le premier fabricant, concepteur de pare-chocs et de haillons arrière de voitures. Et demain, ces composants vont devenir des modules intelligents pour les voitures que décrivait Carla. C'est-à-dire que votre pare-choc demain, votre haillon arrière va être un élément de la connectivité de la voiture et va être un élément qui va embarquer de la lumière et des solutions très avancées pour faire fluctuer le design extérieur de la voiture. On a ensuite un deuxième challenge qui se concentre sur notre deuxième activité produit, qu'est le stockage de l'énergie. Et donc avec toute la transition autour de l'électrification, notre enjeu majeur, c'est de préparer les solutions pour les véhicules hybrides. Donc on le fait avec des systèmes à carburant très évolués qui embarquent de l'électronique et qui sont compatibles avec l'hybridation, avec notamment un taux d'usage du véhicule électrique qui devient prépondérant face à l'usage du moteur à combustion interne. Et puis on le fait également sur la partie stockage énergétique avec des systèmes intelligents pour l'électrification à partir de l'hydrogène. Et donc dans ce cadre-là, on a un investissement important en termes de R&D sur plusieurs années pour développer à la fois des solutions qu'on appelle les balance of plant, qui sont des systèmes qui génèrent de l'électricité en utilisant l'hydrogène comme carburant. Et puis ensuite, on développe le stockage à haute pression, qui est un des challenges majeurs pour être capable d'embarquer suffisamment d'énergie verte dans la voiture, dans un packaging, dans un environnement qui soit celui alloué par le constructeur automobile pour stocker cette énergie. Enfin, on a un dernier type d'activité qui est en forte croissance et qui se concentre sur les modules. De plus en plus, avec l'arrivée du véhicule électrique, on se retrouve sur des plateformes modulaires. Les constructeurs automobiles ont fait une révolution également dans l'architecture des plateformes. Et donc, le challenge pour un équipementier comme Plasticomium, c'est de développer des modules qui facilitent le travail industriel d'assemblage des voitures avec un maximum de fonctions et de composants intégrés sur ces modules. On reviendra parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles compétences aussi avec deux. Gilles, Continental, bon voilà, notre début de ma carrière dans les années 80 dans l'automobile, on pensait Continental, un peu système embarqué, beaucoup pneumatique, c'est plus du tout ça. C'est ça, mais c'est beaucoup d'autres choses. Donc on a les plus grands équipementiers au monde. Et je crois, si je vais très vite, qu'on couvre à peu près tous les composants qu'on peut trouver dans les véhicules. 4 voitures sur 5 qui sont présentes sur ce mondial ou qui roulent sont équipées d'au moins un de nos composants. Donc on couvre un panel très large. On est présent dans 80 pays dans le monde et on est 8000 en France et on recrute beaucoup aujourd'hui en France, 1000 personnes en moyenne chaque année sur des métiers nouveaux et beaucoup d'ingénieurs également. Je vais revenir sur un point très important. Si vous pensez aujourd'hui que le véhicule a atteint le niveau de connectivité que tout utilisateur est en droit d'attendre dans sa voiture, si vous pensez que 3800 morts sur les routes en France est juste acceptable, eh bien, je pense que vous n'avez rien à faire dans l'automobile. Mais si, au contraire, vous voulez changer les choses, il y a vraiment ici un monde à créer, une rupture qui est en train de se produire dans tous ces domaines-là. 0, c'est la vision qu'on s'est fixée. 0 mort, 0 blessé, 0 accident. Donc on a une roadmap très claire pour atteindre ça et pour contribuer à changer à la fois la vie de nos citoyens et de créer une nouvelle acceptabilité du véhicule dans le monde de demain. La connectivité, c'est effectivement connecter, interagir soi-même dans son véhicule, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est connecter enfin le véhicule à l'infrastructure, à la cité, pour en faire un maillon essentiel de la mobilité, pour qu'il retrouve une place prépondérante dans tous les flux de mobilité. Et dans ce domaine-là, il y a des chantiers qui couvrent le véhicule lui-même, qui couvrent les objets physiques qui vont se permettre de se connecter, mais qui concentrent aussi tout le savoir-faire des données sur des back-ends, sur des serveurs, et qui permettent de créer des solutions nouvelles. Et là encore, il y a de vrais challenges pour chacun d'entre vous en tant qu'ingénieur
Nous avons recruté près de 200 ingénieurs dans ce domaine-là ces dernières années et nous continuons à recruter pour créer des solutions qui permettront de rendre la voiture mobile, sophistiquée et innovante dans le monde de la mobilité. Et puis on l'a dit, il y a un autre facteur de transformation qui est clairement la transition énergétique, le véhicule thermique, le véhicule hybride, le véhicule électrique, qui pose naturellement de nouveaux challenges à la fois technologiques, mais économiques aussi à l'ensemble de cette industrie, pour arriver à faire de ces nouvelles solutions le meilleur compromis possible, coût, prestation à moyen terme pour les clients qui achèteront ou utiliseront les voitures. Et finalement, le véhicule du 21e siècle, il sort assez facilement du schéma traditionnel de l'équipementier qui fabrique pour un constructeur qui vend une voiture. On se rend compte que ce schéma-là va continuer à exister, mais ne sera plus le seul, pour passer dans un mode où finalement, il y aura un écosystème, la mobilité sera douce et continue, et la voiture jouera, ou le véhicule jouera un rôle dans ce domaine-là, mais dans un mode où les partenaires, les acteurs seront également différents. Donc c'est un monde complexe, volatile, et incertain, et c'est ça qui fait le challenge et qui fait la beauté du métier d'ingénieur dans l'automobile aujourd'hui et demain. Et je pense que ce qui s'est passé ces 20 dernières années sont intéressantes, mais n'auront rien à voir avec ce qu'on va voir demain. Donc il y a des carrières magnifiques à faire dans l'automobile et en particulier chez Continental. On va y revenir sur les compétences. Olivier, IAV, Société d'ingénierie internationale, on peut dire ce que c'est par rapport à un équipementier, puisque Gilles Mabir vient de dire que tout ce monde se rebattait les cartes dans la manière de travailler. Comment vous travaillez, ce que fait IAV et votre vision du futur? Alors effectivement, je peux rebondir sur ces propos, sur le fait que le véhicule du 21e siècle va être un peu désegmenté dans l'approche de développement, de réalisation, et tout l'écosystème lié à la mobilité évolue fortement. Les sociétés d'ingénierie, comme celle que je représente aujourd'hui, donc IAV, est un des ciments de ce nouvel environnement. On fait souvent la jonction entre les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs de solutions, de services, les sociétés d'IT, les big players, les GAFA. IAV accompagne cette transition, cette transformation de l'environnement automobile depuis plusieurs années. On a été une des premières sociétés d'ingénierie présentes au CES à Las Vegas, des partenariats avec, comme je disais, les big players de l'IT. Voilà, donc aujourd'hui, l'écosystème, l'environnement est en pleine mutation. On le vit depuis peut-être une petite dizaine d'années aujourd'hui. Les gros challenges sont encore devant nous. On a besoin d'ouvrir nos entreprises aux métiers nouveaux, novateurs, qui sont en disruption avec les anciens métiers. Juste une petite aparté, puisqu'on est aujourd'hui face à un auditoire constitué d'étudiants. Les témoignages sont toujours bienvenus. Pour ma part, ça fait aussi une quinzaine d'années que je suis dans l'automobile. J'ai fait l'ESTACA, promo 2003, et je peux vous dire que mes rêves d'automobile entre 98 et 2003 par rapport à ce que ma carrière a été et ce que je fais aujourd'hui, ou les challenges auxquels on est confronté, ont drastiquement changé. Je pense que je me soupçonnais pas un instant de tout ce qui pouvait s'offrir à nous aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai défi, un vrai challenge et une opportunité énorme. Aujourd'hui, cette année, on a eu le Supplier Award Innovation Renault pour le projet Symbiose. Donc on a co-innové, on a collaboré, on a été embarqué dans le projet en tant que partenaire de développement et d'innovation. IAV, une société d'ingénierie, n'est pas, comme on peut l'imaginer des fois, des sociétés de capacitaires où on fournit des ressources humaines. On en fournit, mais on est aussi à la manœuvre, on pilote aussi l'innovation, on investit aussi une grande partie de nos bénéfices dans ce secteur. Le véhicule autonome était un gros pilier de ces dernières années pour notre société. Le level 5, donc les shuttles sont aussi des sujets qui nous animent. Puis connectivité, les nouvelles énergies, ce sont tous ces sujets qu'on travaille et qu'on déploie au quotidien. Donc tu as parlé de Symbiose et je rebondissais juste sur une chose. Gilles et Carla, vous avez une œuvre, j'allais dire, commune, puisque le président Châtel parlait d'un très beau modèle de Peugeot tout à l'heure, qui est fait avec entre PSA et Continental, si je ne m'abuse. On peut aller voir sur le stand de Peugeot. Alors il est fait par PSA, c'est oui. Une très très belle voiture que je vous engage à acheter d'ailleurs, avec un système de navigation que nous avons le plaisir de développer pour le compte de notre client. Oui, je rebondis juste pour vous dire que bien sûr, après la rencontre avec les responsables des ressources humaines et les ingénieurs sont très importantes, ces rencontres pour vous. Il y aura des éléments pour
pour déjeuner. Et puis, vous avez le billet qui est offert par le comité des constructeurs de l'automobile, la FIEV et la PFA et le comité des salons, qu'on remercie encore, pour aller visiter le salon de l'automobile, le mondial de l'auto, voir des très, 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 très belles choses d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Hein. Toucher du doigt les réalités de ce qu'on vous dit ce matin. Pardon, Carla. Non, rien à compléter. Tout ça pour mettre en exergue, effectivement, le travail commun. Le constructeur, effectivement, travaille avec un ensemble de partenaires, des fournisseurs, des sociétés d'ingénierie, et puis même d'autres partenaires auxquels on pense peut-être un peu moins, mais en tout cas, dans le domaine de l'innovation, on travaille aussi avec beaucoup d'académiques, des universités, des laboratoires, justement pour préparer finalement les innovations très, très en amont et les aider à bridger le plus rapidement possible sur des applications concrètes. Donc, effectivement, on est au cœur d'un écosystème et ça devient de plus en plus une réalité. Tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, c'est bien avec l'ensemble de cet écosystème-là qu'il faut que l'on construise ces solutions de demain. Alors, dans l'écosystème, il y a aussi l'homologation. Donc, on a pas mal parlé de l'homologation, sur les passations, les nouvelles normes, sur les NEDC WLTP, sur le Dieselgate, les conséquences, ces grandes mutations. Et ben donc, ça, c'est l'ADN même de l'UTAC Ceram, Laurent. Oui, bonjour. Alors moi, je suis le plus ancien, je pense, autour de la table, parce que ça fait juste 30 ans que j'ai commencé dans l'automobile, chez un constructeur qui s'appelait PSA. Et je suis arrivé après une crise de l'automobile. C'est cyclique, l'automobile, il y a régulièrement des crises. Et c'était les premières embauches après une grande crise en 88. Et à mon époque, le témoignage, c'est que c'était, en termes de powertrain, en termes de moteur, c'était la révolution, l'arrivée de l'électronique dans le moteur. Jusqu'alors, c'était des carburateurs. Et il y a 30 ans, il n'y avait pas d'électronique. Donc on avait les premiers calculateurs Bosch, Conti, Siemens, etc., mais très simplifiés, avec quasiment aucune possibilité. Et vous imaginez en 30 ans le chemin qui a été accompli jusqu'à ce que disait Luc Châtel sur la monde d'électronique, de logiciels dans l'automobile, qui est juste largement supérieure à l'aéronautique. Et donc on a déjà vécu cette révolution-là, elle est assez fantastique. Alors pour l'UTAC, effectivement, l'UTAC Ceram est une société avec pas mal de métiers, dont un métier historique depuis 1945 qui est l'homologation. Mais on a beaucoup d'autres métiers qui sont le testing, le développement de l'automobile. Et donc on accompagne, on est une société de services, donc on ne vend pas de produits. Acheter des voitures, c'est très bien. Nous contribuons à les développer, à les valider, à les homologuer. Et effectivement, on vit une période, donc on travaille dans deux gros domaines. Le domaine de ce qu'on appelle l'environnement, donc les émissions. Donc effectivement, ce monde-là est complètement bouleversé par rapport à tout ce qui vous a été dit par l'arrivée du véhicule hybride, du véhicule électrique, par les nouvelles technologies, l'hydrogène, la pile à combustible qui vont arriver et qui vont révolutionner ce monde-là, sachant que ce monde-là, effectivement, nous, on l'homologue, donc on le suit de très près. Et ça, on va dire, c'est engagé, la révolution de l'électrique, du véhicule électrique, etc. Pour nous, UTAC, Ceram, c'est quelque chose en cours et que l'on maîtrise à peu près. Et qu'il va falloir poursuivre en montant en compétences. L'autre domaine, c'est la sécurité. Et c'est celui-là où, pour moi, il y a le plus de gisements et d'évolution, en tout cas aux bornes de l'entreprise. C'est donc tout ce qui est véhicule autonome et connecté, qui est une véritable révolution pour l'ensemble de nos métiers, puisque on passe d'un monde de la mécanique, comme je disais au début de mon intervention, à un monde du logiciel, du soft. Et donc, il faut se réadapter dans ce nouveau monde-là. Mais c'est passionnant parce que c'est génial. C'est de dire, tiens, on revit une complètement nouvelle aventure dans l'automobile. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de participer, de nous aider, de venir nous aider à participer à cette aventure. L'UTAC, c'est 600 personnes. On embauche depuis l'année dernière plus de 100 ingénieurs par an. Ça vous donne un petit peu la montée en compétences que l'on doit faire. Et effectivement, l'attente qu'on a vis-à-vis d'écoles d'ingénieurs, d'avoir des ingénieurs bien formés dans des domaines très spécifiques qui sont les technologies et les compétences de demain.
Dans le véhicule autonome et connecté, notre rôle, c'est de réfléchir comment on va réussir à attraper ça et comment on va réussir à montrer qu'effectivement, à valider ces véhicules-là avant qu'ils aillent sur la route pour s'assurer qu'effectivement, ils sont au niveau de sécurité, puisque avant tout, à la base, c'est de la sécurité qu'on cherche dans l'augmentation d'autonomie pour éviter l'accident. Et après, effectivement, ça permet plus de confort, beaucoup plus de plaisir aussi dans l'automobile. Pour accompagner ça, on travaille notamment on est en train de lancer un grand centre de testing à l'INAS Montlhéry où on est implanté, de plus de 20 millions d'euros, où on travaille avec tous les fournisseurs de solutions Orange, Bouygues, et l'ensemble des partenaires qui sont autour du véhicule autonome et connecté pour offrir un terrain de jeu complet pour valider, développer et homologuer le véhicule autonome et connecté de demain. Je finirai mon intervention en disant, en termes de disruption, il y en a une autre qui est très intéressante dans le domaine, par exemple, de l'homologation, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités maintenant de changer les calibrations, non pas physiquement, mais over the air. Donc, le over the air est très intéressant parce que ça veut dire que demain, le véhicule qu'on a homologué, le constructeur va pouvoir à tout moment faire évoluer la calibration et donc, quelque part, le véhicule qu'on a homologué n'est plus celui qui est produit, ne va plus être celui qui est homologué. Donc ça redistribue complètement l'écart dans ce domaine-là. Et comment est-ce qu'on va faire pour valider cette nouvelle technologie? Eh ben merci pour ce, j'allais dire, c'est pas le premier tour de table parce qu'il nous reste que 17 minutes. Vous avez cassé un tout petit peu mon canevas, moi je vous en remercie. Donc on va se rattraper. Il faut qu'on parle des compétences. Quelles sont les compétences chez vous, ce que vous recherchez? Mais juste avant, c'était la fin, je vais faire un lien tout de suite. Carla parlait d'un écosystème, vous avez tous parlé de l'écosystème qui change complètement, les labos. Globalement, cet écosystème, il est quoi aujourd'hui? Il va devenir quoi? On n'est plus tout seul, Carla. Et croisement de filières aussi, hein, je crois que Laurent vient d'en parler. Qui dit véhicule autonome dit travaille aussi avec le secteur de la route, avec les télécoms. On ne peut plus être tout seul, et Gilles l'a dit, c'est plus un constructeur tout seul. C'est à la fois l'automobile et aussi les croisements de filières. Et les croisements de filières peuvent même aller jusqu'à partager avec l'aéronautique. Un exemple, hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine finalement de la safety, de la sécurité de fonctionnement, on est amené aussi à discuter avec d'autres filières qui ont peut-être un peu plus de recul par rapport à certaines nouvelles technologies qui arrivent dans nos véhicules. Donc effectivement, aujourd'hui, en tant que constructeur, cet écosystème va très vite. Et on le voit tout autour de nous. Beaucoup de startups, beaucoup de nouveaux services sont proposés. Et tout le challenge, c'est bien évidemment de nous lier, d'accompagner et de trouver les bons relais, les bons partenaires pour justement nous donner cette agilité. Nous sommes un grand groupe, mais on sait être agile. Et on sait être agile avec des partenaires, là aussi, qui nous accompagnent dans ces transformations. Donc, dans les grands partenariats, dans les grands écosystèmes, bien évidemment, comme je le disais, il y a nos fournisseurs avec lesquels nous avons des développements très proches. Nous avons aussi des travaux en innovation, justement, pour préparer et accoster de manière, là aussi, beaucoup plus efficiente des technologies, les préparer, les rendre matures, pour qu'au moment où on doit les passer en développement, eh bien, on ait le niveau de maturité requis, donc des fournisseurs. Je le disais aussi tout à l'heure, le groupe PSA a une direction scientifique au sein de la direction de l'innovation. Cette direction scientifique, elle a une mission. Préparer, là aussi, des ruptures scientifiques de demain. Il y a des sujets d'innovation qui sont à des états de maturité très, très faibles. Je parle par exemple de l'arrivée des nanomatériaux. On est sur des thématiques encore très amont, où l'application dans un domaine automobile reste encore un peu vague. Donc, on a lié, au travers d'un réseau dédié qui s'appelle le réseau Stellab, des partenariats avec des laboratoires de renom, des instituts aussi reconnus pour leurs compétences, des universités, pour nous accompagner justement dans la préparation, très en amont, dans l'anticipation de ces innovations dans le monde de l'automobile. Pour exemple, un de nos derniers partenariats en date, on vient de signer un Open Lab avec l'INRIA autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être, je pense, un des domaines sur lesquels, effectivement, on a beaucoup d'attentes. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais finalement, ça existe déjà depuis plus de 70 ans. Mais en revanche, ce qui a complètement changé ces dernières années, c'est l'explosion des données et les capacités de calcul.
Et avec ces deux choses-là, finalement, tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter aux véhicules de demain, eh bien, ouvre des perspectives complètement nouvelles. Donc, pour travailler sur ces sujets, très en amont, on a lié un partenariat avec l'INRIA. Donc, on s'associe à cet écosystème aussi académique, scientifique. Le deuxième point, c'est les startups. Et là aussi, on est au Mondial Tech, hein, donc bien évidemment, on est au cœur finalement un peu de cette démarche-là. Là aussi, on a trouvé des relais pour travailler de manière plus agile avec ces startups. Et donc, on a un business lab qui finalement crée ce pont entre des solutions très rapides qu'on doit tester, évaluer très rapidement et ensuite faire accoster sur nos véhicules. Donc, cet écosystème aussi s'ouvre finalement sur de nouvelles compétences, de nouveaux services qui arrivent par ces startups. Donc voilà, un écosystème élargi, y compris voilà, avec des nouveaux acteurs et également les autres filières. D'autres réactions, Gilles, je crois, Mehdi? Oui. On est passé d'un mode très organisé à un mode en réseau. Et les organisations, nos organisations, la façon de manager des projets, des équipes a complètement changé. Réseau veut dire réseau interne de collaborateurs qui travaillent mondialement sur des projets complexes, mais aussi réseau de partenariat avec effectivement des startups pour lesquels on est aussi en phase de partenariat. On lance régulièrement ce qu'on appelle des Startup Challenge pour irriguer nos canaux d'innovation. Mais c'est avant tout un changement de mentalité, un changement intellectuel de fonctionnement dans les organisations pour les équipes qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui travaillent suivant certains modèles, et pour aussi les jeunes générations qu'on embauche fortement et qui viennent enrichir nos équipes régulièrement. Ça, c'est très important. L'autre élément qui est très important, c'est que les technologies que vous utiliserez dans 10 ou 15 ans n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Et ça induit forcément un comportement de l'apprentissage en formation, de l'apprentissage dans l'entreprise qui est différent de celui qu'on connaissait il y a 20 ans. Une remise en cause permanente de ses connaissances, de sa façon de développer, de sa façon d'apprendre, de manière à toujours être là, au bon niveau, au meilleur niveau de technologie, de compréhension des situations pour proposer les meilleures solutions au marché. Et c'est très très important parce qu'en tant qu'ingénieur, vous aurez demain à vous remettre en question régulièrement, à réapprendre, à vous former pour contribuer à ces ruptures technologiques qui vont s'enchaîner les unes après les autres, en comprenant bien que ce que vous manipulerez dans 20 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Changement culturel fort. Et puis, l'entreprise, naturellement, elle accompagne, elle supporte ça, et elle est là pour donner des opportunités, des carrières, et c'est ce qu'on fait Continental au travers de la gestion des métiers. Je voudrais aussi dire que dans les métiers de support dans l'entreprise, il y a aussi des révolutions qui s'opèrent. Quand on travaille aux ressources humaines, quand on travaille à la qualité ou quand on travaille dans le domaine industriel, qui est peut-être vu de manière assez traditionnelle, il y a des révolutions fondamentales qui s'opèrent sur l'employer branding, sur la capacité d'attirer des talents, sur la qualité, la manipulation du big data, ou encore en production avec l'arrivée des cobots, comme on est en train de le faire autour de l'industrie 4.0. Il y a des métiers formidables et le métier de l'ingénieur a ceci de particulier qu'il est capable d'adopter et de s'inscrire dans beaucoup de parties de l'entreprise, pas simplement en développement, en engineering, mais dans tout un tas de métiers formidables que l'automobile est probablement le seul secteur à offrir aujourd'hui. Mehdi, une petite... Je vais dire un mot moi, sur les compétences, proprement dit. En fait, quand je suis rentré dans l'automobile, on était ingénieur mécanique ou ingénieur informatique ou ingénieur chimiste. Ça, aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Nos besoins dans les technologies qu'on évoque ce matin, ils sont dans la plastronique, ils sont dans la mécatronique, ils sont dans le big data. Donc il faut de plus en plus que les ingénieurs soient adaptables sur des domaines de compétences et être capables de gérer des grands écarts entre des domaines très variés, puisque les produits, les solutions qu'on va développer sont très complexes et vont à la fois s'appuyer sur un cœur d'ingénierie mécanique, sciences techniques de l'ingénieur, mais aussi nécessiter du digital, nécessiter de la gestion des données et une capacité logicielle. Donc tout ça, ça fait qu'on va être de plus en plus en attente de la part des ingénieurs qu'on va recruter de cette double compétence, et ça peut être même dans certains cas une compétence business pour être capable aussi, comme le disait Carla, dans des écosystèmes où on va acheter non plus de la voiture mais de la mobilité, d'être capable de mettre en place des business models pour vendre les nouvelles solutions et les nouveaux produits.
Et un élément important, c'est la projection à l'international. L'événement majeur des 10 dernières années de l'automobile, c'est que ça s'est globalisé. On a des constructeurs qui ont déployé des footprints, des implantations industrielles dans tous les pays du monde où on vend les voitures. On les produit en local, ces voitures. Les équipementiers comme Plastic Omnium, on a suivi cet élan à l'international. Et aujourd'hui, la R&D, elle se fait aussi de plus en plus dans des pays à l'autre bout du monde. On ouvre par exemple un nouveau centre de recherche à Bruxelles qui est dédié aux nouvelles énergies. Il va être inauguré au milieu d'année prochaine et il va faire l'objet d'un recrutement de plus de 100 ingénieurs et chercheurs dans le domaine des nouvelles énergies et de l'électrification. On ouvre l'année prochaine également un nouveau centre de développement pour les nouvelles énergies à Wuhan. Donc Wuhan, c'est dans le centre de la Chine, dans le Hubei, pas très loin des usines de PSA. Et ça va nous permettre aussi de développer de l'innovation dans le domaine de la chaîne de traction et de la propulsion pour le marché chinois. Donc ça, c'est très important et ça nécessite aussi du coup des ingénieurs qui vont être adaptables et dans des environnements internationaux. Enfin, je voudrais terminer sur la partie compétences par un petit challenge pour vous. Êtes-vous curieux ? Puisque une grosse partie de votre activité d'ingénieur dans l'automobile, ça va être d'être capable de capter des opportunités. On l'a dit autour des startups, beaucoup des sujets qui arrivent ne sont pas du tout dans la roadmap. Donc il faut être capable d'être tolérant, ouvert à l'innovation pour aller chercher des briques technologiques dont on n'avait pas forcément pensé en interne. Ensuite, êtes-vous adaptable ? Comme on l'a dit, les métiers sont très variés et vous allez être très souvent confronté à des situations qui sont en dehors de votre zone de confort. Donc ça va nécessiter de la tolérance, ça va nécessiter également, quand vous allez travailler avec les start-upers, d'enlever la cravate, mais quand vous allez travailler avec votre top management, pour remonter des informations, pour prendre des décisions, de rentrer dans un cadre plus formel qui est celui des grandes entreprises industrielles internationales. Enfin, êtes-vous agile, puisqu'on va vous demander au cours de votre parcours professionnel d'évoluer et de ne pas rester sur votre formation initiale. Et je crois qu'on est tous là autour de la table avec un diplôme d'ingénieur qui date un peu maintenant. Et on n'a pas arrêté au cours des années de réinventer nos pratiques, de continuer à apprendre. Et ça, c'est fondamental de rester dans une dynamique d'apprentissage permanente. Mehdi, je crois qu'ils sont tous curieux, ils ne vont pas te répondre, je vais répondre à leur place. Ils sont déjà curieux, ils sont venus vous rencontrer. C'est déjà une bonne démarche. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'on va faire des carrières internationales. Là, je ne sais pas si les RH que vous allez rencontrer tout à l'heure seraient contents de prendre ce parti pris. Mais en tout cas, dans une jeune ingénieure du 21e siècle, on va passer d'une start-up dans un laboratoire, un constructeur, un équipementier. On pourra aller dans les télécoms, pourquoi pas croiser de l'intelligence artificielle globalement en dehors de l'automobile, revenir dans l'automobile et le tout avec des carrières internationales. C'est un peu ce qui va se passer aussi chez IAV dans le monde et en France au départ. Oui, tout à fait. Alors, l'aspect international pour une société comme la nôtre est très important. 7000 ingénieurs au monde. On a des filiales dans la plupart des pays et des continents. Je vais juste revenir un tout petit peu sur le sujet d'avant pour dire qu'on a parlé de l'évolution de la carrière, de la formation continue tout au long de son évolution dans l'entreprise. L'attractivité de la filière automobile et des entreprises qu'on représente, bien sûr les constructeurs, mais également les équipementiers et les ingénieries, se doit de se concentrer aussi sur ce qui anime les nouvelles générations de salariés. Ces évolutions, on doit les accompagner, on doit les animer au sein des entreprises. Des sociétés comme la nôtre sont sur le digital évidemment depuis un certain nombre d'années. On a un digital lab, on a des creative labs en interne, on favorise l'intrapreneuriat, c'est-à-dire des sortes de start-up au sein de l'entreprise pour permettre à tout et chacun de proposer, faire des propositions de services, pas forcément de produits, puisque nous, c'est plutôt du service, comme disait Laurent Benoît également. Et donc, voilà, on met tout ça en place pour que l'organisation s'adapte, que ça ne soit pas uniquement du vertical, que ça ne soit pas uniquement du structuré, comme on le connaissait au début de nos carrières, et qu'on accompagne cette mutation aussi sociale et les attentes de ces nouvelles générations de salariés, qui sont des gens qui veulent aussi rêver dans l'entreprise, qui veulent rêver leur métier. Et on fait tout aujourd'hui pour mettre ça en œuvre et que ça ne soit pas que de la fiction, mais une réalité vécue au quotidien. C'est aujourd'hui ce qu'on met en place chez nous. Merci Olivier. On a 4 minutes avant la conclusion de nos présidents. Donc vous allez répondre très rapidement. Une question très simple. Les compétences nouvelles, est-ce que vous recherchez les uns les autres dans l'automobile ? Alors, nous, donc l'UTAC, ce que l'on cherche, c'est beaucoup dans le domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, de la simulation d'abord. Après, tout ce qui est les nouvelles technologies, les aides à la conduite, donc c'est l'électronique, le logiciel, c'est tout ce qui est cybersécurité.
c'est tous ces nouveaux métiers dont on aura besoin pour réussir à véritablement correctement valider les véhicules qui vont être sur la route demain. Donc c'est des métiers en cours de création pour la plupart, et on a véritablement besoin de compétences et de talents dans ce domaine-là. Je rebondis juste sur ce que disait Gilles tout à l'heure. On avait dit avec les dirigeants que plus de 50% des métiers en 2022 dans la filière automobile, en tout cas chez les constructeurs, on ne les a pas aujourd'hui. 2022, c'est dans 4 ans. C'est pour vous dire la mutation et ce vers quoi on va. Olivier, en 2 mots, les recherches principales? On est très axé sur la partie data scientist aujourd'hui, donc tout ce qui est statistique pour tous les domaines d'application, du powertrain, les nouveaux cycles de roulage, les usages des utilisateurs, l'user experience. Tous les systèmes génèrent, avec la connectivité, beaucoup de données. On a besoin de les traiter et d'en sortir les meilleurs modèles. Et au fond de ça, il y a toute la partie intelligence artificielle, évidemment, qui est également un socle pour beaucoup d'applications et de technologies aujourd'hui et de demain. Gilles. Alors si j'ai qu'une minute, ça va être compliqué. Data scientist, intelligence artificielle, système architecte, soft, développement mécanique, électronique, logiciel, expert en industrialisation, tous les domaines. Mais avant tout, et vous verrez sur notre stand, il y a plein d'autres opportunités, mais avant tout, il y a un besoin fort, c'est le savoir-être, le savoir évoluer, le savoir s'adapter, le savoir apprendre, qui est très important parce qu'une entreprise, ce n'est pas qu'une compétence, c'est aussi une relation humaine au sein d'un groupe et c'est ça qu'on recherche. Donc ce côté-là est extrêmement important pour nous, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et puis on est une entreprise qui comprend aussi que les générations évoluent et on a besoin aussi d'être attractif pour vous parce que la relation contractuelle, elle n'est pas, vous venez pas postuler chez nous, on a une relation où chacun apporte quelque chose à l'autre. Et donc on a aujourd'hui beaucoup travaillé sur l'incorporation de ces jeunes générations dans des organisations plus traditionnelles, comment elles se sentent bien. Alors je ne veux pas dire qu'on n'est pas présent à Ouran ou à Bruxelles, mais on est aussi présent en Californie où il fait beau. C'est aussi un facteur qui plaît aux gens et qui fait que les gens viennent chez nous. On est présent partout dans le monde, vous l'avez bien compris. Ou à Toulouse. Ou à Toulouse, qui fait une très belle région, l'Occitanie, je vous la recommande, c'est magnifique. Donc on est présent partout et on a une obligation aussi de développer les équipes et les gens qu'on recrute. Donc vous ne venez pas chez Continental pour un métier, vous venez pour une carrière et on s'engage, nous, à vous développer et à vous aider à progresser. Côté Plastic Omnium, donc en 2 mots, les compétences, donc je l'ai dit, c'est mécatronique, plastronique, ingénierie logicielle, big data. Je voudrais rajouter une couche, c'est les fameuses soft skills. On va chercher des ingénieurs avant tout curieux, adaptables et très agiles dans les environnements complexes dans lesquels ils vont évoluer. Ouais, moi, je suis la dernière à passer, donc beaucoup de choses ont été dites, mais sur les domaines techniques, je pense qu'on est assez proche. Bien sûr, modélisation, architecture logicielle, cybersécurité, bien évidemment, software aussi, puisque de plus en plus, finalement, on passe d'un monde du hard au monde du soft. Bien sûr, les aides à la conduite. La sûreté de fonctionnement, on va avoir de plus en plus besoin aussi d'experts dans ces domaines, tout simplement parce qu'on va avoir à gérer de plus en plus de systèmes complexes qu'il va falloir démontrer, certifier, valider. Je reviens juste 2 minutes sur la modélisation et la simulation. Aujourd'hui, pour respecter ou atteindre les objectifs de sécurité que l'on se fixe avec le véhicule autonome, si on le faisait de la manière, on va dire, historique ou classique, il nous faudrait une flotte de 300 véhicules qu'on ferait rouler pendant 250 ans. Ce n'est pas possible. Donc on a aussi des ruptures majeures à faire dans le monde de la simulation, de la modélisation, pour nous permettre de valider plus tôt, plus rapidement. Et puis, peut-être une compétence ou des compétences qui ont été peu citées, c'est que tous ces systèmes-là amènent de la complexité. Et l'un des enjeux majeurs pour nous constructeurs, c'est de rendre tout ça le plus simple et le plus intuitif possible. Donc tout ce qui est user experience, designer, ergonome, aussi cognitif, sur toute la compréhension, comment finalement les clients demain vont utiliser ces fonctions-là. Parce que je pense que le pire, ce qui pourrait nous arriver, c'est que finalement, on a des objets technologiques fantastiques, mais tellement compliqués à utiliser que nos fonctions, on ne les utilise pas au maximum de leurs possibilités. Donc ces domaines-là aussi, il faut les avoir en tête. On va dire c'est plus des domaines, ce n'est pas de la science dure, mais en tout cas, ils deviennent incontournables pour bien mettre le client au cœur de nos préoccupations et de nos conceptions. Et puis bien évidemment, tout le monde l'a dit,
ce qu'on attend et ce dont on a besoin, c'est de l'ouverture, de la recherche permanente finalement, de cette volonté de faire progresser en permanence, que ce soit un domaine technologique, que ce soit la performance des solutions, la performance économique aussi. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de votre curiosité, de votre envie d'avancer et aussi de votre envie de nous aider à nous transformer. Et donc ça, je pense que c'est un challenge aussi qui est complètement entre vos mains, en tout cas dans les mains des ingénieurs de demain. Merci à vous cinq. Vous voyez, ils peuvent parler pendant des heures pour vous conter ce qu'est l'automobile et les mutations futures et combien c'est très, très, très excitant dans les années à venir. Merci à vous cinq. On va accueillir tout de suite le président de la SIA et le président du CCFA, le comité des constructeurs français de l'automobile, pour la conclusion en quelques minutes, puisque dans 7 minutes, on laisse la place à un autre débat sur d'autres choses, non pas pour les jeunes, puisque vous, on vous attend pour discuter de la suite avec les responsables, les ingénieurs. Jacques Raison, Christian Peugeot, je vous passe la parole. Écoutez, après tous ces propos positifs, évidemment, moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, j'ai réfléchi pendant quelques secondes, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour être un peu l'avocat du diable. C'est-à-dire que finalement, vous pourriez avoir des raisons de ne pas venir dans l'automobile. À savoir, l'industrie automobile, c'est une industrie qui finalement crée de la pollution. Donc, ce sont des gens pas bien, avec en plus un contexte un peu particulier. Donc, je n'ai pas envie d'aller dans une industrie qui pollue. 2, il nous parle de mobilité. Oui, c'est vrai, la mobilité, c'est important. Mais finalement, il y a des bouchons partout. Donc, c'est des gens qui vendent des voitures, de plus en plus de voitures, et qui finalement créent des situations compliquées dans l'ensemble des villes. Bon, donc, finalement, ce sont des charlatans, ces gens-là. Bon, ils nous vendent de la mobilité, et en fait, c'est de l'immobilité. Et puis, 3e point, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de blessés et de morts sur les routes, mais quand même, il y en a beaucoup dans le monde. Et donc, finalement, ce sont des gens qui sont cyniques, qui se moquent un peu des problèmes de sécurité. Voilà. Bon, alors, il y a des gens qui tiennent ce langage. Hein. J'en entends parfois, bon, surtout dans mes fonctions. Donc, là, ce que je voulais vous dire, pour être très court, c'est que tous ces défis-là, ce sont des vrais défis, qui sont des défis pour vous. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, on va devoir résoudre les problèmes de pollution, notre part de la pollution mondiale. Et vous avez entendu tous les développements du futur électrique et autres, parmi certains. Les problèmes de mobilité, d'immobilité, ce sont des vrais défis. Il y a des tas de solutions qui sont à mettre en place, bien sûr, avec le big data, comme l'ensemble des démarches de covoiturage grâce au digital. Bon, on voit bien qu'il y a des tas de solutions possibles, mais il faut les mettre en place, ce n'est pas fait. Et puis, sur l'accidentologie, évidemment, ce sont des situations qu'il faut continuer à faire progresser. Et c'est vrai qu'en principe, la voiture autonome doit résoudre beaucoup de ces problèmes, mais on ne va pas attendre la voiture autonome pour continuer à progresser. Voilà. Donc, ces défis, j'espère qu'ils vous intéressent. Ce sont les vôtres. Nous, on va suivre ça de près et on est passionnés. D'ailleurs, quand on est dans ce domaine de la mobilité, de l'automobile, on ne peut pas s'arrêter. Mais on a besoin des jeunes générations pour mettre en place les vraies solutions de tout cela, parce qu'il ne faut pas que l'automobile reste un objet finalement de contestation. On a envie que l'automobile soit aussi, parce que ça reste aussi, le rêve, la passion, le design. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. J'ai un peu improvisé, mais enfin, bon, il faut essayer d'apporter quelque chose. Voilà, merci à vous tous. Merci, Christian Peugeot. Jacques. Merci, Christian. Donc moi, je vais être très court. J'espère que vous avez compris qu'on a besoin de vous. Parce qu'avec tout ce qui a été dit, premier message, on a besoin de vous. La deuxième chose, c'est un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui, le réseau. Vous avez l'occasion de faire du réseau aujourd'hui, de rencontrer des entreprises, de discuter, de laisser prendre des cartes de visite, etc. Donc, profitez de cette opportunité, même si vous avez d'autres idées en tête, etc. Donc, profitez de cette opportunité. Puis la troisième chose, on est dans un mondial. Vous allez repartir avec le billet donc pour visiter ce mondial. Donc, profitez, vous verrez des très belles choses. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Alors, on a un petit schéma pour vous dire où on va, là, parce qu'on doit disparaître rapidement. Le stand où le podium est pris, là. Voilà, je ne sais pas si vous avez le schéma. Voilà, nous sommes ici, dans la table ronde.
Donc vous allez Oui. partir dans cette direction, là, traverser toute cette zone, et on vous attend. Les entreprises qui se sont présentées, puis d'autres qui ont été affichées au départ sur le premier slide, vous attendent. Donc profitez de la rencontre avec ces gens-là. Et puis tous les gens qui sont intervenus ici se tiennent à votre disposition pour échanger. Et si vous en donnez envie, bah, tant mieux. On a vraiment besoin de vous. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci, messieurs. Merci, hein, vous aviez bien préparé. Hein. Parce que comme vous aviez...